Bonsoir à toutes et à tous. Plus qu'un devoir, c'est pour nous un immense plaisir de vous retrouver et de vous servir. Le temps passe, jour après jour, on ne s'en rend pas compte, mais il continue son périple, laissant derrière des joies, des peines. Le plus important, c'est de ne plus retomber dans les mêmes erreurs qu'hier. Bienvenue à toutes et à tous. Un spécial clin d'œil à nos amis téléspectateurs de Tovikling. C'est un tubercule prisé des populations. Beaucoup ignorent qu'il se cultive sur le territoire. Et pourtant, où en est le Bénin dans la production de la pomme de terre? C'est à découvrir avec un agronome socio-économiste. On s'offre aujourd'hui un petit tour, une petite balade avec les acteurs du théâtre. Nous recevrons M. Brice Bonou, il est metteur en scène, promoteur culturel. Avec lui, nous parlerons du visage que présente aujourd'hui le théâtre béninois. La réserve de biosphère transfrontière du Mono, le sujet revient encore aujourd'hui. En quoi cette réserve peut-elle contribuer ou peut-elle aider donc à l'économie béninoise de booster un peu ses chiffres? Nature et bien-être répondra à cette question. Et puis, les conducteurs de taxi-moto sont encore à l'honneur ce soir pour autant savoir. Ils sont nombreux à embrasser ce job par dépit. Il suffit de fouiller pour d'autres petites opportunités d'un œil de sociologue. Donc, la question fera objet d'un temps d'échange. Le grand rendez-vous sur BB24, c'est aussi les informations croquantes sur le net avec nos collègues du service web ORTB. Bonsoir Nadège Sonny, le journal c'est avec vous, mais avant le journal, les titres. Bonsoir Karamat. Dans le journal ce soir, nous nous intéressons à la pierre d'Alun et aux multiples usages qu'on en fait. On évoquera également la fonction réelle de la pierre d'Alun. Un forum économique mondial se tient à Davos depuis hier et regroupe plusieurs personnalités du monde des affaires et politiques. Vous aurez le compte rendu de cette rencontre. À suivre également un reportage sur les infections liées à la manipulation de l'essence frelatée. Voilà, merci Nadège Sonny. C'est donc avec vous les titres du 1945 et le développement, c'est pour tout à l'heure. En tout cas, restez juste à l'écoute. Alors, le premier plateau que nous allons installer ce mercredi 24 janvier, c'est le monde agricole.
Comme je le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission, la pomme de terre fera objet donc d'échanges sur le monde agricole aujourd'hui. Mais avant d'aller dans les détails, dans l'échange proprement dit, nous allons vous inviter à suivre ce reportage de Koudous Aboudoulaye sur la pomme de terre. Marché de fruits et de légumes, quartier vif de Cotonou. Au nombre des produits au cœur des échanges dans ce marché situé au sud-ouest de la capitale économique du Bénin, ces tubercules de pommes de terre. Nous avons deux qualités de pommes de terre. Par exemple, sa pomme de terre, on appelle ça pomme de terre importée. Ça là, on appelle ça local. Des fois, les prix des pommes de terre, ça varie. Des fois, ça là, le prix des locales, ça augmente des fois. Et l'autre, ça baisse. Des fois, l'importé augmente et le prix de local, ça baisse. Les pommes de terre dites locales sont celles importées du Nigeria ou du Burkina Faso. Celles en provenance du Togo sont qualifiées d'importées. En ces temps-ci maintenant, on achète le sac de 25 kg à 16 000 francs le sac. À 16 000 francs le sac. Normalement, nous vendons le kilo à 800 francs. Ne consomme pas les pommes de terre qui veut au Bénin, mais plutôt qui en a les moyens. Karimama, qui détient le record de la production nationale, a récolté 900 tonnes de pommes de terre en 2012. Une production comparée à une goutte d'eau au regard de la taille du marché béninois. Pour le moment, on n'a pas encore vendu les pommes de terre qui sont produites au Bénin. Bon, nous-mêmes, on ne sait pas. Par exemple, ça, l'importé, ça vient de Lomé. Les grossistes partent à Lomé pour acheter, pour nous vendre ça. Et nous, on revend ça. Local, c'est au Nigeria, on achète ça. Nous, on achète ça chez les grossistes. La situation est la même dans les autres marchés de Cotonou. Ici à Ganri, les tubercules de pommes de terre vendus ne sont pas produits au Bénin. L'importé, le kilo à 700. Le local, le kilo à 800. Donc, comparativement, les deux sortent pratiquement. Mais au Bénin, les agriculteurs produisent la pomme de terre au Malanville. Il n'y a pas ça suffisamment sur le marché. Il n'y a que l'importé et celui de Nigeria qui est sur le marché. Presque tout le Bénin entier. C'est l'importé et le Nigeria qui couvre. Le souhait de ces revendeuses est que le Bénin puisse en arriver à une production à grande échelle de la pomme de terre, seule condition pour éviter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. D'aucuns le considèrent comme un aliment de luxe. La pomme de terre est aujourd'hui cultivée dans plus de 350 pays à travers le monde. Nous avons aujourd'hui avec nous l'agronome socio-économiste, M. Prosper Koutchaïnou. Bonsoir. Bonsoir, Madame Karamat. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour qu'ensemble, on parle un peu de l'avenir de la pomme de terre béninoise. Merci. Estelle Pazou. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karamata. Oui, avec vous, on aura un peu plus d'informations sur la situation que vit notre pomme de terre locale. Je vous laisse. Le reportage pose déjà bien le problème de la production de la pomme de terre au Bénin. Mais avant tout propos, j'aimerais vous demander, à vous et à mon invité, la dernière fois que vous avez consommé les pommes de terre, sinon les frites, c'était quand? Je commence, c'est ça? Vous commencez? Moi, particulièrement, j'adore les pommes de terre. Et voilà, pratiquement 3 fois ou 4 fois dans la semaine. Ouais. Donc ça veut dire que c'est récent chez vous. Ouais, et c'était quelle variété de pommes chez vous? Bon, c'est vrai que je préfère les importer. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dans importer, mais je préfère les pommes de terre quand elles sont grosses, enfin d'un certain volume. De gros calibre. Voilà, de gros calibre. Monsieur Koujé nous dira si c'est les importés ou bien si c'est les locales. Voilà. Et vous, monsieur? Oui, bon, pour les pommes de terre, je crois que je l'ai consommé, c'est la période des fêtes, novembre, j'ai dit novembre plutôt, et décembre et janvier. Je crois que c'était à cette occasion que je l'ai consommé pour la dernière fois. Et moi, je vous informe déjà que je l'ai consommé avant-hier seulement. C'est pour dire qu'en réalité, la demande de la pomme de terre existe. Et pourquoi le Bénin n'arrive pas à combler cette demande-là, M. Koudjaïn? Oui. D'abord, avant de revenir à la demande, il faut qu'on parle déjà de ce que nous faisons au pays. Au Bénin,
c'est vrai, d'aucuns le disent qu'il n'y a pas les pommes de terre produits locales au Bénin, mais il en existe, les gens produisent, mais ce n'est pas en quantité suffisante. Vous voyez, si je prends les données statistiques au niveau du MAEP, de 1995 à 2016, nous avons vu, c'est vrai, cette production est caractérisée par il y a une faible production et c'est irrégulier et on le constate à travers les chiffres que nous avons. En 1996, par exemple, le Bénin a produit 162 tonnes. Vous voyez, 189 tonnes en 1997, 166 tonnes en 1998, ainsi de suite. Mais il faut dire qu'en 2013, j'allais dire, le Bénin a eu du pic, il y a plus de production et on est allé jusqu'à 16 544 tonnes. Et il faut signaler qu'il y a des années où le Bénin n'a pas produit de pommes du tout. Oui, oui, notamment si je prends en 2012, 2002, 2003, 2004, et le Bénin n'a pas produit, 2005 également. Et pourquoi? Qu'est-ce que s'est-il passé concrètement dans cette période-là? Oui, bon, on aurait ramené cette situation au manque de semences. Au manque de semences. Et ça a été le problème général en dehors des autres problèmes. Ça a été le problème qu'on constate qui mine réellement cette filière qui demande vraiment qu'on l'organise. Et si on doit faire le point aujourd'hui, où en est le Bénin dans la production de la pomme de terre? Ok. Si je prends toujours les statistiques de 1995 à 2016, on peut dire que le Bénin produit en moyenne 838 tonnes. Est-ce que ça répond à la demande? Non, ça ne répond pas à la demande parce que une petite estimation que nous avons faite sur les demandes, je prends l'exemple de 1995 à 2000, la demande est estimée à 6500 tonnes. Vous voyez qu'il y a vraiment de gap. À combler, hein? Oui, il y a du gap à combler. Et dans cette même période, nous avons fait aussi un petit exercice. On a vu que le Bénin a importé 5000. Si je prends 1995 à 2000, le Bénin a importé 5537 tonnes de pommes de terre des autres pays que vous connaissez, la France, la Belgique et les pays de la sous-région. Et vous parliez tantôt des manques de semences qui entravent la production de la pomme de terre. Est-ce qu'il y a également pas le problème de terre? Est-ce que les terres chez nous sont propices à la culture de la pomme de terre? Bon, le problème de terre ne se pose pas aussi comme les gens le disent. C'est plutôt le problème de climat. C'est plutôt le problème de climat. La pomme de terre a ses caractéristiques et sans ces caractéristiques, vous-même, vous savez que la pomme de terre, ce n'est pas d'origine africaine ni noire, c'est importé et on produit ça sous un type de climat, vous voyez, et du coup quand on l'importe, il faut qu'on l'adapte à nos conditions agro-pédoclimatiques pour que ça puisse donner. Mais au Bénin, si je prends les zones productrices d'abord, Karimama, Wassapenko, Malanville et Natitengu, il y a aussi d'autres communes qui essaient, mais ils ne sont pas encore à la hauteur de ces communes. Il y a le climat favorisant, je vais dire, la production de pommes de terre dans ces zones, notamment la saison sèche qu'on constate au nord, qui est caractérisée par une température allant de 12 degrés Celsius à 25 degrés Celsius, qui est une période d'harmattan, mais qui est propice à la production de pommes de terre. Et ça m'amène en même temps à dire aux téléspectateurs, si les gens sont au nord, ils produisent pour la grande saison. Vous voyez, la période de soudure, ils peuvent produire les pommes de terre compte tenu de la température que nous avons, qui est favorable pour la production de ce légume. Mais est-ce ce tubercule, j'allais dire. Est-ce que ces acteurs de la terre ont les informations qu'il faut pour cette culture dans la période indiquée? Est-ce que vous pensez vraiment, puisque vous devrez être un des leurs, vous les côtoyez? Oui, ils sont informés. Je vais vous rappeler peut-être que la production de pommes de terre au Bénin, c'est parti de Karimama. Karimama, où un Français expatrié est venu et puis il a constaté qu'il y a le climat, surtout en période de l'harmattan. Il a initié la culture. Et il a suivi ça jusqu'à un moment donné. Mais quand lui est parti, il y a un projet qui a pris
le relais, mais après ce projet, donc le problème aujourd'hui, bon, l'un des problèmes, j'allais dire, c'est la question de semences. Mais nous allons revenir, je crois bien, dans vos questionnements sur les mots qui minent dans... Oui, allez-y, en même temps, par rapport aux mots qui minent le secteur. Par rapport aux mots, ok, d'accord. Donc, en dehors des semences que nous n'avons pas, il y a également le coût élevé de ces semences. Importer les semences de la France, ce n'est pas donné à un producteur béninois. Le coût déjà là-bas est élevé et il faut acheter le produit, en tout cas les semences en France, en Belgique par exemple, oui, je crois, c'est les deux, et les transporter, ce n'est pas seulement les transporter, mais il faut les transporter en chambre froide pour avoir le rendement qu'il faut, dans les conditions normales. Vous voyez, ce n'est pas donné à un paysan béninois, un producteur béninois lambda d'investir dans ça. Et ça pose alors le problème de l'organisation autour de la culture de la pomme de terre. Justement, même bien avant d'organiser en tout cas cette filière, je crois que l'État garant de la production alimentaire, j'allais dire au pays, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, doit s'initier vraiment et doit s'impliquer pour la recherche dans ce domaine ou bien au niveau de cette filière. Ouais, donc il y a une insuffisance de recherche dans ce sens-là. Et autre chose aussi, je crois, si nous sommes à la traîne, on a 838 tonnes de pommes de terre par an. Or, la demande est au-delà. Il y a également, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, la non-organisation de la filière. De la filière, oui, la non-organisation de la filière. Et il y a aussi également un autre problème, l'absence, je vais dire, de dispositifs de conservation. Vous savez, la pomme de terre, ce tubercule-là, c'est un denrée, je vais dire, périssable. Très périssable. Périssable. Et si on le produit, il faut conserver ça. Je vous rappelle aussi que la production de pommes de terre, je l'avais dit tantôt, c'est en période sèche au nord, compte tenu du climat, la température qui est favorable. Cette période coïncide avec la période des fêtes où la demande est élevée. Vous savez qu'en période des fêtes, janvier, Noël... Déjà, même à partir de décembre. Vous voyez, or, c'est en novembre, on doit commencer normalement avec l'itinéraire technique, avec les conditions climatiques. C'est en novembre, il faut commencer la production. Il faut commencer la production en novembre. Il faut attendre avril, mai pour que le produit soit moitié, pour faire la récolte. Alors, les producteurs vont vendre ça où? Il y a la question là qui se pose. Donc, après récolte, il faut un dispositif pour conserver. Pour conserver d'abord et après de vendre ça, écouler. Et pour écouler ça, j'allais dire, dans les périodes de grande consommation, notamment les périodes de fête. Donc ce dispositif, c'est notamment la chambre froide que les gens peuvent, l'État, je vais dire garant de cette filière, en tout cas des filières au Bénin, doit s'investir pour qu'au niveau de chaque commune productrice comme Karimama, Ouassa, Penko, Malanvé, Nati, Tengu, que les producteurs ont au niveau de leur localité des chambres froides. Et là, une fois produit, ils peuvent conserver ça. C'est le problème que nous avons avec la tomate, vous-même, vous savez, c'est le problème de la consommation, de la conservation. Donc, il faut un dispositif, notamment la chambre froide, pour permettre aux producteurs, pour les encourager, ça va les stimuler, j'allais dire, à produire. Ça ne sert à rien de produire et ne pas vouloir vendre au prix qu'on aurait souhaité, au prix du marché, normalement, si on était en période de grande consommation. Alors, et à défaut d'avoir une filière autour de la pomme de terre, est-ce qu'il existe au moins des associations de ceux-là qui cultivent la pomme de terre pour qu'ils s'échangent les informations et pourquoi mutualiser les efforts pour y arriver. Les efforts. Ok, oui. Cette question, je l'ai eue également dans le passé, mais je crois que jusqu'à présent, c'est à Ouassa Penko que le système est bien maîtrisé. Le système est bien maîtrisé. Ils sont organisés, les producteurs, et ils arrivent à avoir les semences. À Karimama, on disait c'est la zone par excellence de production, oui, mais compte tenu du coût élevé que j'avais soulevé par rapport à l'achat, à l'approvisionnement des semences, ils ont baissé les bras et puis du coup,
on en est là. Maintenant, je voudrais savoir, Estelle, si vous permettez, mis à part, si on met à côté toutes ces petites difficultés-là autour de la pomme de terre, est-ce qu'on aurait quand même une pomme de terre bien cotée qui pourra représenter valablement le Bénin à l'extérieur? Oui, oui, oui. On pourra les avoir en parlant de plusieurs variétés si nous domestiquons les semences que nous importons. Quand je dis domestiquer, c'est d'arriver à les produire à produire les semences sur nos propres sols, du coup, de façon à les amener à s'adapter à nos conditions et travailler sur le potentiel de germination de ces produits pour que nous puissions améliorer le rendement et tout ça là. Ouais. Donc, on peut avoir ça, mais il faut qu'on travaille sur ça. Et cela m'amène à parler de la recherche. Il faut qu'on travaille réellement, il faut qu'on s'investisse réellement dans la recherche, notamment les techniques de production et de conservation. Et quand je parle de techniques de production, il y a en tout cas, il y a toute cette panoplie dedans, parlant de dispositifs. C'est-à-dire c'est toute la chaîne de valeur, ou je sais pas quoi. Les variétés aussi, les variétés de pommes oui, de les variétés de pommes de terre au Bénin, actuellement, on en a 3. On en a 3. Il y a la variété Pamela qu'on produit, il y a la variété Sahel et la variété Cluster qu'on produit dans les différentes zones là que je viens de citer tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Prosper Kouchaïnou. Vous êtes agronome socio-économiste et merci pour toutes ces informations relatives à la pomme de terre que nous avons eues ici sur ce plateau. Karamata Guatavo. Estelle Pazou, merci beaucoup, bien souriante aujourd'hui. C'est pour vous, chers amis téléspectateurs. 838 tonnes par an, c'est le chiffre que majorité, en tout cas, de cet entretien-là que nous a accordé M. Kouchaïnou. Donc, c'est la production de pommes de terre au Bénin. Voilà, en moyenne par an. Il faut encore travailler puisque la demande, elle, est forte par rapport à l'offre. Voilà, c'est donc le plateau Le Monde agricole. Nous passons à présent à l'ESPER. Le plateau du grand rendez-vous se met encore plus en scène avec M. Brice Bono. Il est promoteur culturel. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Alors, dites-nous, c'est quoi le théâtre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par théâtre? Bon, le théâtre, pardon, je n'aime pas en faire une définition académique parce que le théâtre, c'est la vie. C'est la vie. La première expression du théâtre pour moi, c'est quand l'enfant naît. Un enfant qui naît, après 9 mois on va dire, dans le ventre, il doit être content de sortir, de rencontrer la vie. Mais quand il sort, on le pince pour qu'il pleure. C'est la première définition du mot théâtre. C'est-à-dire, c'est une façon d'enchaîner les choses pour que ça soit beau ou que ça réponde à une norme qui existe. Et quand on parle du monde du théâtre, le metteur en scène, il a quel rôle concrètement? Le metteur en scène, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui met, on va dire, ensemble ses compétences et en même temps les compétences des comédiens. Et donc, quand on parle de metteur en scène, il n'y a pas de metteur en scène sans comédien. Et quand on parle de comédien, il n'y a pas de mise en scène sans un test. Donc du coup, très vite, au Bénin particulièrement, on fait l'amalgame, on mélangeait tout, je pèse bien le mot, de plus en plus maintenant, ça se définit plus clairement. Les gens arrivent à faire la part des choses. Et donc le metteur en scène, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui, au-delà du rêve qu'il a et qu'il veut projeter à partir d'un texte qu'il a écrit ou qu'on a écrit pour lui, c'est celui qui doit chercher à donner aux comédiens les outils et les moyens pour qu'il donne le produit dont il a rêvé. Et quels sont les genres théâtraux ou théâtrales qui existent? Ok, on va parler des gens théâtraux qu'on a l'habitude de rencontrer donc, dans notre milieu. Donc il y a le théâtre que nous appelons le théâtre classique, que d'autres appellent théâtre illicite, donc de ce théâtre où on parle français. C'est le théâtre où on parle du bon français. Mais ce n'est pas le théâtre qui est accessible à tous. Tout le monde. Voilà. Et donc, nous, chez nous, on a développé ce qu'on appelle le théâtre populaire, qui existe ailleurs aussi, mais ça pris tellement d'ampleur chez nous que moi, je dis, on ne peut pas définir le théâtre au Bénin sans parler du théâtre populaire.
Le théâtre populaire, c'est celui qui remplit le rôle des arts. C'est celui que Pipi Ouabaro fait. Il n'a pas besoin d'avoir le doctorat avant de faire remplir le rôle des arts. Pour vous qu'il arrive à arracher le sourire aux gens, puisque quand vous parlez de Pipi Ouabaro, tout le monde a une petite idée déjà de ce que ce monsieur-là a comme bagage. Voilà. Et donc, ça, parlant du théâtre populaire, il faut quand même rendre hommage aux premiers qui ont commencé. C'est Baba Yabo, c'est après Marceline Abo, c'est les premiers qui ont fait le théâtre populaire. Mais c'est les Pipi Ouabaro et les Fonds qui lui ont donné cette ferveur populaire, cette force d'aller au milieu de la population. Donc, au-delà de ça, nous avons le conte qui a commencé par se détacher. Dans les années 90, c'était le théâtre, le conte théâtralisé qui prenait de l'ampleur. Aujourd'hui, le conte en tant que discipline a commencé par se détacher. Donc, vous avez le conte et après, il y a les autres types de théâtre qui sont le théâtre d'intervention. Et où est-ce qu'on met la comédie? C'est ça que les Pipi Ouabaro font ou c'est un autre genre théâtral? La comédie, au fait, la comédie, c'est tout. Ici, c'est par abus de langage qu'on dit tu es un comédien. Celui qui fait du théâtre classique est un comédien. Même un humoriste est un comédien. Donc l'humour, en tant que tel, là, il y a quelques jeunes qui commencent par faire du stand-up chez nous, donc de l'humour pur, mais c'est des humoristes. C'est pas, les comédiens, c'est tous ceux qui font du théâtre, quel que soit le genre de théâtre qu'ils font. Et quand vous parlez du théâtre populaire, est-ce que c'est ce genre-là qui répond vraiment aux normes internationales, puisque M. Bonou, n'oubliez pas que c'est beaucoup plus la labellisation, un nom derrière. Est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment pour répondre à la demande et aux exigences du marché international? Bon, vous allez m'excuser, moi je suis anti-norme. Je suis anti-norme et je pense que le théâtre populaire n'a pas besoin de répondre aux normes internationales. Le théâtre populaire a besoin de répondre aux normes nationales. Et les normes nationales, c'est la demande des populations. Parce que le théâtre n'existe pas sans le public. Et donc, si tu réponds à la demande du public, tu fais déjà du théâtre pour ton public. Maintenant, les normes internationales, c'est quand vous décidez maintenant d'aller jouer à un festival international. Et ça, c'est difficile pour le théâtre populaire d'y répondre. Parce que le théâtre populaire, comme on le vit et on le voit, il se développe autour de la langue, autour des habitudes, on va dire, domestiques. Et lorsque vous importez ces habitudes domestiques et des proverbes dans nos langues qui nous font rire, mais le français, l'espagnol, l'italien, il ne va certainement pas rire parce qu'il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas les images que vous mettez. Donc quand on va dire l'exportation du théâtre, moi, je ne parle pas de normes internationales. Quand on veut aller exporter, qu'on veut amener le théâtre maintenant sur les grandes scènes, dans les grands festivals, le théâtre populaire n'y rentre plus. Est-ce que ça ne limite pas un peu le champ d'action de ces acteurs-là, un peu comme ceux-là qu'on vient de voir tout à l'heure? La réalisation va encore les montrer pour nous. Non, moi, je crois que ça ne limite pas le champ d'action. Au fait, je ne vais pas dire nous, mais c'est un certain nombre de personnes qui voulons forcer les choses pour que ces gens-là ils soient connus à l'extérieur. Leur métier, ce n'est pas d'être connus à l'extérieur. Quand Pipi Ouabaro ou Éléphant Mouillé il va en France, il joue dans la communauté béninoise, ça suffit. Il n'a pas besoin d'aller à Limoges, il n'a pas besoin d'aller au Festival international de Québec, il s'en fout. Il s'en fout, évidemment, parce que c'est une option. Et c'est la même chose pour les gens qui font du théâtre, on va dire, classique. Le théâtre classique, quand tu montes une bonne pièce classique, tu joues 2 fois si tu as la chance. Tu joues une fois à l'Institut français de Cotonou, une autre fois à l'Institut français de Parakou, et tu plies bagage. Et c'est un risque. Si après ça, tu n'es pas appelé sur des scènes internationales, sur des festivals, tu es mort. Est-ce que c'est ça les normes internationales? Ça, c'est la question. Je suis tentée de vous la renvoyer. Est-ce que c'est ça vraiment les normes internationales? Eh bien, moi, je pense qu'il n'y a pas de normes internationales qui s'imposent à un art au niveau d'un pays. Il y a juste que toi aussi, tu décides tes options selon les moules et les possibilités que tu as. Si tu t'accroches au théâtre classique parce que tu veux voyager, tu vas le faire. Mais le risque est que tu ne puisses peut-être même pas trouver la chance d'aller juste jouer au Togo à côté. Alors que le théâtre populaire, le théâtre, on va dire, banal, qui va vers les gens, mais qui parle des choses, le théâtre populaire, ce n'est pas le théâtre qui raconte du n'importe quoi. Et moi, je tiens à le préciser. Là, ça aborde en même temps la question de la problématique du contenu. Absolument. Et les contenus, moi, je peux dire, je ne m'y tromperai pas en le disant parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je pratique. Je pense que ceux qui font du théâtre populaire, ils utilisent les thèmes qu'il faut.
C'est eux qui abordent mieux même les thèmes que les autres qui sont dans le théâtre classique. Voilà. Parce que dans le théâtre classique, à partir d'un moment donné, a commencé par répondre à la demande internationale. C'est là où on parle des normes internationales que vous dites. Et donc, pour le théâtre, donc, il y a un auteur, il y a un metteur en scène, il y a des comédiens. Et de plus en plus, à un moment donné, pour répondre, on va dire, à la commande internationale, tu prends un auteur français, un auteur canadien, un auteur belge. Lui te fera tourner dans son réseau. Donc, tu pourras aller en France, en Belgique, en Suisse et tout dans son réseau. Et donc, les réalités que le Belge écrit, certainement n'ont rien à voir avec les réalités béninoises. Mais tu vas vers ça parce que c'est une option. Mais le théâtre populaire, il est d'abord conçu pour la population à la base. Et je redis que ceux qui font du théâtre populaire, ils font du bon travail, du travail professionnel, parce qu'ils vont sur des thématiques qui touchent à ce que vivent la population. C'est le quotidien des populations. Qu'ils mettent sur scène. Donc vous dites que là, vous affirmez indirectement que le théâtre classique ne répond toujours pas aux réalités actuelles, absolument, mais répond toujours à quelque chose que vivent les gens. Absolument. Le théâtre classique répond à des réalités, mais des réalités mondiales, pour être plus simple. Et le théâtre populaire répond à des réalités, mais des réalités locales. Un peu plus circonscrites. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bonou. Alors, quand on prend le théâtre béninois, il a quel visage, en résumé? Le théâtre béninois, j'aime pas aborder le théâtre béninois en tant qu'élément isolé, parce que le théâtre béninois n'existe pas sans le théâtre qui se passe dans les pays d'à côté. Et de plus en plus, nous avons un problème au niveau du théâtre béninois. Et moi, en tant que comédien, quand j'étais encore sur la scène, dès qu'un metteur en scène me dit « Viens, on a un projet », je ne me pose pas de questions. Je vais, la seule question que je lui pose, on joue quand? Donc je vais aux répétitions. Mais aujourd'hui, tu dis à un comédien « On a un projet », il te dit « Je gagne combien ?» Et donc du coup, les choses ayant évolué, il faut aussi que nous aussi on évolue avec. Mais pour évoluer avec, il y a un accompagnement obligatoire. Et c'est là le désert de l'État. L'État a lâché une partie de sa prise en charge qui fait que le théâtre aujourd'hui est coupé en deux. Et à la traîne. Voilà, c'est coupé en deux. Il y a des gens qui font des efforts énormes que j'apprécie. Il y a encore de très bons spectacles. Mais ce n'est pas le niveau que le théâtre béninois doit atteindre qu'il a atteint aujourd'hui, justement parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu l'accompagnement. Il y a eu des missions voilà, du gouvernement. Alors dites-nous, en entendant donc cet appui au niveau supérieur, qu'est-ce que déjà les acteurs eux-mêmes concernés font pour aider quand même que ce secteur-là puisse sortir de l'ornière? Moi, la première chose que je vais proclamer partout où je passe, ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont amené à faire la différenciation entre les différentes filières de la chaîne de création théâtrale. Ce sont des acteurs eux-mêmes qui ont travaillé à prouver qu'un auteur, c'est un auteur, un comédien, c'est un comédien, un metteur en scène, un metteur en scène, et que derrière ça, il y a un décorateur, il y a un régisseur, et après tout ça, il y a maintenant le public. Et c'est les acteurs de la chaîne de création qui, à un moment donné, ont pris conscience qu'on ne peut pas être auteur, metteur en scène, comédien et en même temps manager de son spectacle. C'est pas possible. Il faut déléguer à des moments donnés. Sinon, tu ne peux pas avoir les meilleurs résultats. Et en plus, nous sommes actuellement dans un monde où ça va tellement vite. Avant, c'était possible. Il y a quelques-uns qui l'ont fait, qui ont réussi. Maintenant, c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre le train, ça va tellement vite que tu ne peux pas réfléchir, écrire, mettre en scène, jouer toi-même et chercher des productions, chercher des espaces de production, tu ne pourras pas. Et donc, du coup, ce sont les acteurs. Et ça, j'avoue qu'il y a plein d'entre nous qui avons travaillé pendant des années avec des financements et de l'État et des institutions internationales comme l'Union européenne, la coopération suisse et j'en passe, qui nous ont aidés à détacher les maillons de la chaîne de création théâtrale. Et donc, à partir de là, les autres côtés, c'est-à-dire à partir de maintenant, il faut que l'État dise « D'accord, j'organise une session nationale de formation de managers ». Et donc, il y a des gens qui vont se détacher du rôle mélangé pour être spécialistes dans le management théâtral. L'État, il prend la responsabilité avec les directions qui existent, il y en a plein qui s'occupent de l'art de façon globale, pour nous permettre de nous professionnaliser. Parce que les formations, ça coûte cher. Actuellement, c'est vrai, en ligne, tu peux suivre des formations de metteur en scène, de comédien, de tout ce que tu veux, mais l'art et le théâtre spécifiquement, c'est la pratique.
c'est pas ce que tu as appris en ligne qui est important, c'est comment tu le mets en pratique. Et donc, on a besoin d'espace. Et l'autre côté sur lequel l'État béninois est en train de pêcher, j'espère que ça va se corriger, parce qu'actuellement, on a de nouvelles autorités, le ministère ayant été transféré à quelqu'un que nous connaissons engagé, qui va faire bouger les choses. Nous espérons que l'État comprendra qu'au théâtre, quand tu crées, ça ne peut vivre que quand tu joues. Alors, quand vous parlez, M. Bonou, d'espace de production, est-ce que déjà ici, vous n'en avez pas sur le territoire béninois? Nous avons l'Institut français. Est-ce qu'il est ouvert, il est accessible aux acteurs nationaux? On va faire de la diplomatie. L'Institut français est ouvert. Mais l'accès est difficile. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce n'est pas tous les acteurs de la chaîne de création globalement en musique, théâtre, art plastique qui peuvent avoir accès à l'Institut français. Déjà qu'ils ne savent même pas comment on a accès à l'Institut. Et donc, il y a plein de pays, plein de villes où les gens y produisent, mais n'ont pas d'espace de production. Et je l'ai dit sur plusieurs espaces, créer une paillote pour produire du théâtre au niveau communal, ce n'est pas ça qui dépasse l'État béninois. Créer un espace où les gens peuvent exprimer ce qu'ils vont dans chaque commune, ce n'est pas ça qui dépasse l'État béninois. Mais on ne prend pas encore cette orientation parce que c'est la volonté politique, qu'on le veuille ou non. C'est la volonté politique, la ligne directrice du ministre de la Culture qui décide de promouvoir tel secteur ou tel secteur. Si on met plein d'argent sur les acteurs culturels, donc comme on parle du théâtre, ils créent 10 spectacles par an, ils jouent où? Alors ça prend combien de temps pour asseoir une pièce théâtrale habituellement? Enfin, quand je prends votre cas personnel... On va dire une moyenne. Il faut une moyenne d'1 mois de travail. Mais rien que pour la création. Oui, pour quelle durée? Pour une pièce d'1 heure. 1 heure. Pour une pièce d'1 heure, vous travaillez pendant 1 mois. Et dans le mois de travail, là, il n'y a pas le mois de sélection. Donc vous avez déjà eu à sélectionner les comédiens, à trouver le régisseur, à trouver le décorateur, qui suivent les répétitions et qui créent aussi au fur et à mesure tout ce qu'ils doivent faire. Et donc il faut en moyenne 1 mois pour créer. Et ce que nous on appelle résidence de création. Souvent les résidences de création théâtrale, c'est 1 mois. Alors, comment vous projetez l'avenir du théâtre béninois? Comment est-ce que vous le voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Moi, je rêve le théâtre béninois dans 5 ans, parce que 10 ans, c'est beaucoup. Il serait mort avant, si on n'arrive pas à bien le rêver dans 5 ans. Le théâtre béninois, qui a été pendant des années le théâtre attendu, donc je veux dire la pièce de théâtre qui, quand ça vient du Bénin, c'est ça qui est attendu à tous les grands festivals. Mais ça, c'est fini, c'est dans les années 90. Après les années 90, un peu au début des années 2000, mais après, c'est mort. Justement parce que le niveau de la qualité de la production est là, mais ceux qui produisent très bien ne sont pas connus. Ils ne sont pas promus. Ce n'est pas eux qui partent. Parce que ceux qui décident qu'on parte ou pas, ce n'est pas ceux qui connaissent mieux. Bon, je laisse parce qu'on risque de rentrer dans la politique. Mais dans 5 ans, dans 5 ans, le théâtre béninois, il se portera mieux parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui avons fait, on va dire, les bons moments et qui aujourd'hui sommes en position de redonner au théâtre ce qu'il nous a donné. Donc à partir de cet instant, des gens comme moi, il y en a plein qui vont certainement prendre des responsabilités, qui vont certainement être à des instances de décision et qui apporteront ce qu'il faut pour que d'ici 5 ans, le théâtre béninois puisse redécoller. Voilà, merci beaucoup. C'est donc avec vous, Monsieur Brice Bonou, le théâtre béninois, son nouveau visage. Ça a été un plaisir d'avoir partagé ce temps de télévision avec vous. Alors, d'une rubrique à une autre, nous regardons à présent vers nos collègues de la rédaction web. Il m'a l'air d'avoir fait une cure de jouvence, et en tout cas c'est Adonis Bon qui m'a l'air en forme aujourd'hui, bien plus en forme qu'hier. Adonis, bonsoir. Bonsoir Karamat, c'est toi qui le dis. Hein? Ah oui, mais je dis ce que je vois.
Alors, les informations sur la toile, nous en avons 5 aujourd'hui et sans plus tarder, on va commencer par la toute première que vous nous avez listée ce soir. Elle concerne donc cette information, Stéphane Sessegnon, qui s'engage pour la Turquie. Oui, c'est fait. Le capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sessegnon, s'est engagé avec le club turc Klenkerbiji pour 18 mois. Il était convoité par plusieurs clubs turcs, mais il a préféré choisir ce club. À 33 ans, Stéphane Sessegnon, il faut le rappeler, il était un ancien du PSG, ancien de Sunderland en Angleterre et ancien de Montpellier. Est-ce qu'il faut le rappeler que c'est un des nôtres, c'est un Béninois? C'est le capitaine des écureuils du Bénin. Alors, on passe maintenant à la deuxième information, le Wikipédia des langues. Oui, c'est un ancien de Microsoft qui a créé la carte des langues. Il l'appelle Local Lingulal, qui est un fantastique moyen de rendre compte de la diversité linguistique de notre monde. À travers l'image où il s'est illustré sur tous les pays, chaque pays avec le nombre de langues qu'il a. Vous vous êtes toujours interrogé sur l'accent d'une région ou du monde, les tonalités d'une autre. Local Lingual est une vaste plateforme sous forme de carte interactive qui propose d'écouter une langue telle qu'elle est parlée par les habitants d'un pays, d'une région ou d'une ville. On la doit à David Ding, un ancien ingénieur de logiciels chez Microsoft, qui a voulu rendre honneur à la diversité linguistique des peuples de la Terre grâce au data mining à l'aide d'internautes. Donc, si on tape nos 18 langues nationales, enfin, si je ne me trompe pas sur le chiffre, hein, je ne sais pas, il y en a bien plus que ça. Pour le moment, il y a 18 langues qui sont parlées sur nos radios locales. Mais peut-être qu'il y a plus que ça. Mais la carte interactive dont je parle, elle n'est pas faite spécialement pour le Bénin, c'est une carte du monde. Donc, sur l'image que nous avons là, vous devez voir de chaque pays avec une diversité de langues représentées par une couleur. Donc les couleurs qui se ressemblent sont les pays qui parlent de la même langue. Ok, d'accord. Oui, alors, et quelles sont les langues béninoises qu'on pourrait, selon vous, retrouver sur cette plateforme-là? Ils n'ont pas trop donné de détails sur ça. Ils ont juste annoncé le projet. On attend de voir ce que ça va donner. D'accord, on attend donc de voir ce que ça va donner. Alors, pour authentifier les diamants, de Beer va utiliser la blockchain. Oui, oui. De Beer, c'est le géant de producteurs, conservateurs de diamants. C'est une entreprise. Eh bien, il veut utiliser la technique de la blockchain, comme pour le Bitcoin, pour pouvoir authentifier les diamants, afin d'éviter le vol de certains diamants, pouvoir tracer en temps réel les diamants. L'industrie du diamant est confrontée aux insuffisances du processus de Kimberley, mais aussi à la contrefaçon. Son géant mondial, De Beers, lance une expérience pilote basée sur la blockchain pour authentifier les diamants, comme on l'a dit. Il veut redonner toute sa pureté aux diamants grâce à cette blockchain. C'est le pari numéro 1 qui se est fixé. L'objectif est de suivre chaque pierre précieuse grâce à cette technologie informatique réputée inviolable parce qu'elle est décentralisée. Elle s'inspire du procédé mis au point par une start-up britannique, Everledger, entendez registre éternel. En quelques années, Everledger aurait identifié par une gravure au laser plus d'1 million de diamants en enregistrant une quarantaine de caractéristiques, dont évidemment sur les 4 plus importantes sur une pierre, la couleur, la façon dont elle a été taillée, sa clarté et le poids. Donc avec ça, peu importe le diamant, peu importe le pays dans lequel on va envoyer le diamant, ils seront traçables. Le rappeur 50 Cent, qui, à son insu, fait fortune. Oui. En 2014, son entreprise de production avait demandé à certains clients qui veulent acheter son album de pouvoir le payer par les technologies Bitcoins. Il avait récolté en ce pourtant 700 Bitcoins, soit 400 000 $ ou 730 000 €. Mais il l'avait ignoré, c'est récemment en 2017 qu'il a pu avoir cette information qu'il est devenu un multimillionnaire, on va dire. Sa fortune, ce que ça va lui permettre, parce qu'en 2015, il avait déjà déclaré faillite pour dire qu'il n'avait plus d'argent. Donc avec cela, il va rebondir et on estime, avec la fluctuation de la monnaie, qu'il est à 7 ou 8 millions de $. Mais est-ce qu'il pourra vraiment les saisir, ces fonds-là? S'il convertit déjà, c'est avec la conversion qu'il est à 7 ou 8 millions de $. Donc il suffit de dire qu'il aille dans une entreprise de vente de bitcoins pour pouvoir échanger ces bitcoins avec de l'argent réel. L'argent réel, comme le CFA, le dollar. Non, utilise le dollar. Donc voilà, enfin, moi je convertis ça à notre monnaie ici. Et la dernière information, nous allons parler un peu football, c'est ça, hein? Oui, football. Eh bien, le cabinet d'études Deloitte
a dévoilé son classement des 20 clubs de football les plus riches. Il confirme la suprématie de la Premier League devant la Liga espagnole. Il y a un seul club français dedans, il y a le PSG qui a rétrogradé d'une place. Le classement offre Manchester United, premier, avec 637 milliards d'euros. Il est toujours resté à la même place, suivi du Real de Madrid, 674 milliards d'euros, qui gagne d'une place, devançant ainsi le Barcelone qui était classé deuxième en temps. S'ensuit le Bayern de Munich, quatrième, Manchester City, cinquième, Arsenal, sixième, Paris Saint-Germain, qui est septième, qui est descendu d'une place, Chelsea, huitième, Liverpool, neuvième, la Juventus de Turin à la 10e place, Tottenham, 11e, Borussia Dortmund, 12e, Atlético Madrid vient à la 13e place, 14e Leicester, et enfin Inter Milan 15e, chaque 0-4, 16e. Bon, il reste juste West Ham en 17e, Southampton en 18e, Naples 19e et enfin 20e. Alors, c'est l'heure pour vous de suivre le journal, le 1945. Nadège Sonia, la présentation. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, le sommaire. La pierre d'Alain est utilisée à plusieurs fins par méconnaissance de sa fonction réelle. Le sujet sera abordé au cours de cette édition. Le savez-vous, l'essence de contrebande peut vous rendre infectile. Vous suivrez dans un instant un reportage sur les infections liées à la manipulation de ce liquide. Le Forum économique mondial de Davos accueille des personnalités politiques et du monde des affaires. Le compte rendu dans ce journal. La pierre d'Alain, que d'aucuns appellent sidaquin, est un produit bien connu au Bénin. On en fait une utilisation domestique très variée. Elle aurait des vertus et est conseillée en prévention de certaines pathologies, parfois par ignorance ou par méconnaissance de sa fonction réelle. Mathieu Sokeno, Sylvania Tchano, Armel Dosukago ont cherché à en savoir davantage. Ils nous en parlent. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand on met ça sous les aisselles, ça enlève les mauvaises haleines. Et puis, quand l'eau est un peu sale là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les vers dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escargot, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour leurs toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain n'a pas de propriétés pour éliminer les bactéries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre parce que justement les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre précieuse, l'Alain règle beaucoup de problèmes, mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Ce n'est pas tout, la pierre d'Alain aurait une fonction désinfectante. En milieu rural, certaines personnes l'utilisent pour rendre, disent-elles, l'eau potable, une pratique qui n'est pas recommandable. Des recherches ont montré que la pierre d'Alain n'a pas de propriété désinfectante. Reportage Jules Akoiko, Armel Dosukago. C'est magique, pourrait-on dire, au regard de l'effet de la pierre d'Alain sur l'eau. D'une eau sale ou boueuse, on pourrait la voir plus propre. Mais des recherches ont montré que l'eau n'est pas pour autant libérée des cellules nuisibles. Alors nous avons mené une recherche sur des eaux
collectées dans les mêmes conditions et sur des eaux, n'est-ce pas, rendues potables par les populations. Et nous nous sommes rendus compte que cela n'était pas du tout le cas. La pierre d'Alun, selon les résultats de cette étude, ne rend pas potable l'eau de boisson. Plusieurs méthodes sont utilisées pour purifier l'eau. Il existe donc des techniques assez variées pour rendre l'eau propre à la consommation. Nous avons la technique de filtration, la technique de chauffage et la technique de désinfection en utilisant un désinfectant. Si je prends la technique de filtration, c'est qu'on filtre l'eau à travers une membrane. Cette technique est un peu coûteuse. La technique de chauffage, c'est qu'on chauffe l'eau à une température donnée. C'est-à-dire une température qui permet de détruire la majeure partie des micro-organismes qui contaminent ces eaux-là. Pour la technique de la désinfection, il est important de faire attention au dosage du désinfectant. La plupart des populations utilisent l'eau de javel pour désinfecter l'eau. Mais attention, cette technique est utilisée selon des concentrations données. Si vous désinfectez l'eau à l'eau de javel à une concentration très élevée, vous risquez encore. C'est-à-dire du point de vue santé, ce n'est pas bien. Donc, il faut rester dans la marge de la concentration donnée pour pouvoir désinfecter cette eau-là. Il est clair que la pierre d'Alun n'est pas un désinfectant. Elle ne saurait rendre l'eau propre à la consommation. C'est donc une méthode qui comporte des risques pour la santé. Les conséquences de l'utilisation de telle eau, c'est toujours les risques d'infection. Parce que vous prenez en réalité une eau impropre à la consommation. Même si elle est claire à la surface, elle va être claire, vous allez avoir l'impression que c'est de l'eau propre, mais ce n'est pas du tout propre. Donc, vous la buvez avec toutes les conséquences. Par exemple, la diarrhée, les infections entériques, donc vos intestins qui vont faire, n'est-ce pas, le lit de ces différentes bactéries contenues dans ces eaux-là. Victime de notre ignorance, nous avons pris l'habitude d'utiliser la pierre d'Alun comme désinfectant. Il serait plus utile d'en faire un usage efficient afin d'éviter les conséquences auxquelles on peut s'exposer en cas de mauvaise utilisation. Vous ne le savez peut-être pas, l'essence de contrebande peut vous rendre infertile. Comment est-ce possible? Eh bien, à travers ce magazine que nous allons suivre, Igor Ayoso et Roch Aurélien Akoinou nous emmènent à la découverte de quelques infections liées à la manipulation de ce liquide inflammable. À chaque coin de rue et le long des artères des villes, ils sont là, prêts à courir, servir le client. Depuis son avènement en 1980 au Bénin, la vente de l'essence de contrebande s'est révélée un commerce rentable et occupe désormais une frange importante de la population. Pour la plupart, ces vendeurs d'essence à la sauvette aux abords des voies au Bénin ignorent les risques de maladies auxquels ils s'exposent. Généralement, les symptômes des plus graves affections ne se dévoilent que bien plus tard à cause de la nature des constituants du liquide inflammable. Certains sont des gaz, pour la plupart. Et ces produits-là contiennent également d'autres substances, telles que par exemple le benzène, tels que ce qu'on appelle les dérivés aliphatiques, qui pour la plupart sont des produits cancérigènes. Au contact de ces gaz, la pénétration dans l'organisme humain se fait par la voie respiratoire et par la peau. Il fragilise les défenses immunitaires, expose les organes aux infections microbiennes et décime à petit feu la structure de l'organisme. Mais quand ces substances rentrent dans l'organisme par la peau et par les voies respiratoires, ça ne s'arrête pas là, ça va entrer dans la circulation sanguine. Ça va fragiliser là encore également les cellules de l'organisme. On reconnaît que le benzène est toxique pour les spermatozoïdes. Aujourd'hui, et dans le monde entier, 50% des hommes ne peuvent plus faire d'enfants. C'est pourquoi en Europe, ils ont créé la PMA, ils ont créé toutes sortes de choses. Aujourd'hui même, ils diminuent encore la consommation de l'essence en créant des voitures électriques. Ça veut dire que c'est un problème qui se pose. Mais nous ne réfléchissons pas à ça. L'accumulation du benzène dans l'organisme va attaquer particulièrement le cerveau, les cellules nerveuses.
et sera à l'origine d'une baisse des capacités intellectuelles, des capacités neurologiques. Le mal décime silencieusement. Même les plus vulnérables n'en sont pas épargnés. Derrière les étalages, il y a des mamans qui ont des enfants au dos. Et parfois, il y a aussi d'autres petits qui sont autour et qui inhalent de façon permanente l'odeur de l'essence. Bien, ces enfants, forcément, ils auront de façon régulière des problèmes respiratoires. Et ce n'est pas seulement des problèmes respiratoires. À la longue, et il peut même avoir des problèmes au niveau du cœur. Selon les médecins, aucune prise en charge réussie des maladies contractées par exposition anormale à l'essence n'est encore garantie à 100%. De plus, elle se révèle trop onéreuse. La meilleure prise en charge, c'est d'éviter de se mettre en contact avec ces produits-là. Page internationale à présent, le Togo ambitionne de porter à l'horizon 2022 sa production de coton-graine à 200 000 tonnes avec 95% de qualité de premier choix. Pour ce projet, le pays s'attend à un rendement moyen au champ de 1600 kg par hectare. Un ambitieux projet fortement soutenu par la nouvelle société cotonnière du Togo. Une projection qui va impliquer plus de 200 000 producteurs sur toute l'étendue du territoire national. L'Union africaine va démarrer la phase opérationnelle du projet de création d'un marché unique de transport aérien africain à partir du 28 janvier prochain. Le lancement du projet se fera en marge du sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement à Addis Abeba et entre dans le cadre des projets inscrits dans l'agenda 2063 de l'institution. Ce projet devrait permettre d'accélérer l'intégration économique du continent à travers un renforcement de la connectivité entre les pays et stimuler la croissance dans les secteurs du commerce et du tourisme. Direction Davos en Suisse où se tient le Forum économique mondial. Des personnalités du monde des affaires et les grands dirigeants politiques étaient à cette rencontre internationale. C'est une première. Le Fonds monétaire international a choisi ce rendez-vous pour vous dévoiler ses prévisions pour les mois à venir. Commentaire sur image, Patrick Adjakboujou, d'après les sources de l'AFP. Le Fonds monétaire international FMI augmente de 0,2 points ses prévisions de croissance pour les 2 ans à venir et table désormais sur une progression du PIB mondial de 3,9%. Malgré l'optimisme, le FMI n'en demeure pas moins prudent et met en garde contre un retournement de la conjoncture mondiale à moyen terme. Les grands patrons de multinationales voient l'avenir en rose et restent confiants. Les dirigeants des 1000 plus grosses entreprises de la planète sont réunis à Davos en Suisse pour 5 jours. Leur chiffre d'affaires global est évalué à 26 milliards de dollars. Donald Trump, le président des États-Unis, sera bien présent vendredi à ce grand forum économique mondial pour défendre ses réformes, exercice auquel se soumettra avant lui Emmanuel Macron, le président français. Ce sera tout pour ce 19h45. Merci de votre fidélité. À bientôt. Nadège Soni, c'est donc avec vous le 1945, le plateau du grand rendez-vous, ça se poursuit toujours. Reste à venir encore donc ici sur ce plateau qu'on va recevoir Monsieur Olivier Ali-Lénon, il est sociologue, il viendra nous parler de la possibilité de reconversion des conducteurs de taxi moto et aussi Monsieur Aristide Théou, il est le point focal de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Alors quelles sont les richesses que cette regorge donc ou que cette réserve donc regorge, nous allons en parler tout à l'heure, mais avant on regarde ceci. La création de réserves de biosphère
à miser sur l'engagement de la société civile, déjà active dans la zone, au Bénin et au Togo. L'appui technique de la GIZ s'est focalisé sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, ayant fait preuve d'intérêt dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Les sites de la réserve de biosphère s'étendent sur les 2 rives du fleuve Mono. Cette mosaïque d'écosystèmes d'environ 3500 km² constitue désormais la 3e réserve de biosphère transfrontière reconnue en Afrique. La réserve de biosphère transfrontière du Mono est gérée par les communautés à la base, appuyées par des ONG locales. À chaque site, le projet de la GIZ a accompagné les riverains à s'organiser dans des cadres de concertation et d'action que sont les associations de gestion des ressources naturelles. Une délimitation des sites a été faite suivant une approche de cartographie participative, mobilisant les savoirs et les savoir-faire locaux. La création de la carte de vocation a ensuite permis de faire le zonage de chaque site en définissant quelles activités humaines peuvent être pratiquées à quel endroit. La gestion de la réserve de biosphère est conforme aux aspirations des populations et intègre leurs savoirs et traditions. Les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, marailleurs, tradithérapeutes, dignitaires et adeptes des cultes traditionnels du fleuve Mono sont sensibilisés sur l'importance de la biodiversité. Eh bien voilà, cette réserve s'étend sur une superficie de 346 285 hectares avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Monsieur Théou, bonsoir. Bonsoir. La forme ce soir? Très bien. Ça va, hein? Solide. En face de vous, c'est celle-là qui vous a fait venir sur ce plateau, Amandine Anyambosu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Karabat. Alors, ça revient encore ce soir? Ça revient encore ce soir, la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Et ce soir, nous allons parler des richesses contenues sur cette réserve. Monsieur Théou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Dites-nous déjà les sites qui constituent la réserve transfrontière du Mono. La réserve transfrontière du Mono est composée de 8 sites au départ. Et nous avons 4 sites au Bénin, principalement. Nous avons le site, on commence à partir du littoral, et à la Bouche du Roi, qui est un site vraiment splendide et particulier au niveau du pays et puis au niveau de la sous-région. C'est là où on trouve les mangroves. Après, nous avons le site de Nanglanou, qui est un peu situé à Tiémé, un peu une forêt naturelle marécageuse, dont la population elle-même a maintenu intacte. Ensuite, nous avons le site du lac Tohou. Là, c'est tout un lac qui est entre 3 communes, Puyogbe, Bokpa, Lokossa et Atiémé, qui est partagé par 3. Ensuite, le 4e site au niveau du Bénin, c'est le site d'Adjamé. L'histoire même de cette réserve est partie de ce site. C'était à partir de ce site qu'on a voulu créer la réserve d'Adjamé seule. Et en tout cas, dans ce processus de cette création, de nominer seulement ce site, on s'est dit, mais pourquoi ne pas venir jusqu'au littoral? Et c'est là où la découverte de nouveaux sites, qui était très intéressante aussi, qui ont intégré la réserve. Et ces 4 sites forment aujourd'hui la réserve de biosphère Mono Bénin. Alors maintenant, pour être transfrontière, il faut qu'il y ait 2 pays, évidemment. Et tous ces sites sont le long du fleuve Mono. Particulièrement au niveau du Togo, nous avons déjà un parc qui existait, mais qui n'a jamais connu d'aménagement, qui est le parc Togodo, créé depuis 1954. Un grand parc. Un grand parc où on a encore les buffles nains, mais qui n'a jamais connu d'aménagement. Donc c'était l'occasion d'intégrer une réserve ensemble avec le Bénin. Ensuite, nous avons le site de Godien, qui est aussi une forêt communautaire, une forêt des populations, comme une forêt sacrée, où les gens vont pour protéger, ils respectent la forêt compte tenu des divinités. Ensuite, nous avons le site d'Afito, qui est des mares d'Afito,
qui est composé par mal d'hippopotames. Ensuite, on a les Akissa, et puis on a le lac Togo qui est ensemble, le complexe Akissa avec le lac Togo au sud. Donc, c'est à peu près les sites qui composent la réserve de biosphère transfrontière du Mono, Bénin-Togo. Vous avez cité tout à l'heure les buffles, les hippopotames, les mangroves et autres. Quelles sont les autres richesses naturelles qu'on peut retrouver au niveau de cette réserve? D'abord, à l'entame, je vais signaler que tous ces sites sont dans des zones humides, des zones humides d'importance internationale. Voilà. C'est dont le Bénin est signataire de la convention de Ramsar, on appelle ça. Et ces zones humides, si on les protège, si il y a une convention, c'est que ça a une diversité biologique qu'on doit conserver et gérer durablement. Alors à partir de ça, disons, à part si on va au niveau des mammifères et puis des animaux sauvages, à part le buffle nain, qui est au niveau du Togodo, il y a la Sitantunga, il y a une antilope d'eau, on appelle ça, certains appellent ça le buffle d'eau. En voie de disparition. En voie de menacé de disparition. Justement, il y a le bongo a été signalé, c'est même disparu, c'est éteint, on n'en parle même plus en Afrique de l'Ouest. Le bongo, c'est quoi? Le bongo, c'est une antilope qui a des traits, qui n'est pas aquatique, qui est terrestre, mais qui vit beaucoup plus dans les zones humides. On a signalé ça au niveau du Togodo, mais c'est pratiquement disparu. On n'en trouve plus du tout. Ça, c'est du côté Togo. Du côté Togo, mais ça traverse bien sûr le Bénin. Bon, mais compte tenu de la démographie galopante, vous savez, la cohabitation est difficile. Maintenant, au niveau on a aussi les hippopotames, qui existent, c'est d'ailleurs la spécificité même. C'est même l'origine même de cette réserve, comme je dis, le site d'Adjamé. Il y a des hippopotames là qui naviguent entre la mare d'Adjamé et le fleuve Mono et ils traversent ici librement. Ensuite, nous avons les singes, dans le singe à ventre rouge qui s'est trouvé au niveau de Togodo. C'était endémique. On a fait les recherches en 1996 au Bénin avec l'UICN. Et on avait déclaré déjà ces espèces endémiques parce qu'on trouvait ça qu'au Bénin. Et donc, c'était vers une valeur vraiment à protéger. On trouvait ça dans la vallée de l'Ouémé et dans la Lama. Et on avait fait les recherches autour le long du Mono, on n'avait pas trouvé. Avec la pression démographique et la pression que nous exerçons au Bénin, et avec le mouvement migratoire, l'espèce se trouve dans les deux pays. Donc, mais elle est endémique aux deux pays. Et c'est d'une valeur exceptionnelle. Ça n'existe nulle part au monde qu'aujourd'hui dans les deux pays. Le singe à ventre rouge. Monsieur Théou, dites-nous, comment se fait le partage de ces richesses-là? C'est tellement énorme entre ces deux pays. Est-ce que c'est facile de s'approprier telle part ou telle part de richesse? Bon, aujourd'hui, avec toutes les conventions, nous sommes dans une dynamique de gestion harmonisée. Parce que tous les pays sont partis de la convention, des différentes conventions. Les conventions de 92, comme le dit souvent, la convention de Rio 92. La convention sur la biodiversité, la convention sur le changement climatique, la convention sur la désertification, etc., etc. Étant partie de toutes ces conventions, la gestion harmonisée est de mise. On est obligé de faire une gestion concertée et harmonisée. D'abord, c'est parti d'un accord. Avant de créer cette réserve, les deux pays se sont entendus pour signer un accord pour la création de la réserve. Avant ça, il y avait déjà un accord qui était signé dans les années 2012 pour la gestion partagée de l'environnement en général, donc du sud jusqu'au nord. Mais pour cette réserve, on a signé un accord carrément de création entre les deux pays. Donc la gestion ne pose pas problème. Absolument. Suffisant s'il y a un accord entre les deux pays. Entre les deux États partis. Et les populations elles-mêmes, celles qui vivent bon, absolument, on en venait. Les populations qui vivent ça, c'est justement, c'est compte tenu de la problématique même que ce qui est surprenant. C'est pour la première fois que des populations acceptent délimiter des zones pour demander, il faut que vous nous protégiez à cause de la biodiversité, pour protéger la nature. Parce qu'on constate que les espèces qui sont, que ce soit floristiques ou faunistiques, sont en train de disparaître. On a des souffrances. Donc, aidez-nous. Ensemble, nous allons conserver ça pour permettre une multiplication en périphérie. Et un peu ça. Donc, ça dit que ça a fait l'objet d'un grand zonage. Alors, la population demandait d'aide pour conserver ces zones, mais également on leur permet de mener des activités.
quelles sont les activités que ces populations peuvent mener dans cette réserve-là et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Bon, les activités, principalement, vous savez, c'est une zone humide et puis l'activité principale, c'est la pêche. Ensuite, l'agriculture pour celles qui ont des terres, surtout dans la partie de Koufo, un peu la partie, donc c'est l'agriculture et puis la pêche, essentiellement. Ensuite, le commerce, tout ça, ça c'est pas chose, ça ne fait pas de pression sur les hommes. Mais il y a un zonage, donc c'est ça que je voulais parler. Oui. C'est-à-dire que la réserve est créée, mais selon les principes de MAB UNESCO, c'est tout un zonage. Et on dit, vous me conseillez ici, donc c'est ça, on dit le noyau central, il y a un noyau, ou bien que, comme c'est une série de sites, chaque site a des noyaux, à son noyau, puis il peut avoir un noyau, puis il peut avoir maintenant une zone tampon. Dans la zone tampon, c'est une zone où on permet des activités en respectant l'environnement. Voilà. Mais dans le noyau, c'est seulement la recherche scientifique, la culture, la récréation, le tourisme. Donc on n'a pas prélevé quelque chose dans le noyau. Donc c'est ça qui permet de préserver les gènes en quelque sorte, je veux dire, préserver ce qui est en train de disparaître pour qu'elles se multiplient et viennent vers la zone tampon. Donc les populations n'ont pas le droit de chasser dans la réserve? Dans le noyau, non. Dans la réserve, les gens ont le droit. Dans la zone tampon, elles peuvent chasser, c'est permis. Mais dans le noyau où on dit personne ne dit, de laisser intact pour permettre aux espèces de se multiplier pour qu'on en ait. Donc, mais au niveau de cette réserve, il y a des femmes de chasseurs qui ont été reconverties, je dirais, et qui font aujourd'hui de l'agriculture. Absolument, ça c'est intéressant. Ça c'est une activité dont j'aimerais bien en parler. Et je me nourris pratiquement aujourd'hui des légumes de ces femmes-là, au niveau de Kouyogwe, où elles sont reconverties pour faire de l'agriculture écologique. C'est différent de l'agriculture biologique. L'agriculture écologique, il n'y a rien d'additif. Et hors sol, elles ne mettent pas d'engrais, elles ne mettent pas de pesticides. Tout est traité naturellement. L'engrais est naturel, ce n'est pas le compostage. Le traitement est fait avec les feuilles de Nîmes et vous avez vraiment des légumes et des piments, ça de qualité naturelle. Si vous prenez les piments, ça, moi je ne mets pas ça au frigo. Quand j'achète ça, ça reste dehors. Ça ne se gâte jamais. C'est comme les légumes. Pourquoi avoir choisi les reconvertis? Est-ce que c'est pour empêcher le mari de s'adonner beaucoup plus à la chasse ou bien? Absolument, c'est pour aider les maris, d'autant plus que la chasse n'est plus fructueuse comme avant. Parce que, comme vous savez aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois sur le plateau de l'ORTV, qu'on était en 1960, on était 3 milliards sur la planète Terre. La planète Terre n'est pas extensible. La réserve aussi n'est pas extensible. C'est les terres qui étaient là, la survie qui était à serrer, qui est intacte. Depuis que les gens étaient avec une population donnée. Donc on était 3 milliards sur toute la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes près de 7 milliards 44 millions. Pour la même terre. Pour la même terre, pour la même superficie. Oui. Donc vous vous imaginez déjà qu'on n'aura pas les mêmes conditions, on n'aura pas les mêmes ressources qu'on avait à l'entame. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'à partir de ça, il faut trouver des activités alternatives pour permettre que ce soit les chasseurs, que ce soit les épouses. Et vous savez très bien, dans le mono, c'est la femme qui fait l'homme. Oui. C'est la femme qui tient tout pour l'homme. Oui, il paraît, elle travaille la terre beaucoup. Voilà, tout ça. Elles sont au champ, les voilà, hommes sont à la maison. Voilà, donc les hommes ne sont pas à la maison. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui font que cette femme-là, en faisant ça, elle aide leur mari, qui n'ont plus vu justement les produits de chasse comme les trouvaient. Dites-nous, monsieur Théo, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur toutes ces richesses que vous venez de La grande menace, la première menace dont dérivent toutes les autres menaces, c'est la croissance galopante de nous les humains. La démographie galopante. C'est la première, c'est la grosse menace. Et dans ça, les autres dérivent. On arrête de se multiplier ou qu'est-ce qu'on va faire sur Si la Terre n'est pas extensive, la Terre, on doit nous gérer nous-mêmes. Il faut que le problème soit partie des humains. Encore que les humains font partie aussi de la diversité biologique. Comme on l'a dit la dernière fois, notre avenir, l'avenir de la nature est notre avenir. Si on menace la nature, nous-mêmes, on va partir. On peut se multiplier comme on veut. Si on se multiplie n'importe comment, on va menacer la nature. Dès que la nature va partir, on va partir avec elle. Parce que où est-ce qu'on va trouver à manger? La nature ne partira pas de sitôt.
Ah bah oui, bon, ça c'est votre souhait, là. Tu es vraiment optimiste. Merci beaucoup à vous, monsieur Théou. Merci, ma chère journaliste. Merci beaucoup, monsieur Aristide Théou. On rappelle que vous êtes le point focal de cette réserve-là que partagent et le Bénin et le Togo. C'est donc la réserve de biosphère transfrontière. J'ai un problème avec ce mot. Amandine Anyambosu, il faudra revenir la prochaine fois avec un autre thème, sinon je risque de ne pas vous recevoir. C'était juste une petite blague. On va te laisser la plaque. Alors, je vais vous raccompagner avec ceci. Être conducteur de Zémidjan, c'est vrai aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités si l'envie vous prend de pouvoir exercer d'autres métiers? C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout à l'heure, mais avant d'entrer dans le vif du débat même, je vais vous inviter à suivre cette interview au micro de Agnat Bello. Les conducteurs ont envie de se reconvertir, c'est pas pour la plupart, c'est un moyen pour joindre les deux bouts en attendant de trouver mieux. Et à la reconversion dans un emploi salarial et la reconversion dans un entrepreneuriat. Personnellement, moi, je préférerais aller à la reconversion dans l'entrepreneuriat. Parce que là, je garde toujours mon indépendance et ma liberté. C'est d'essayer de tout faire pour mieux gérer leur entreprise et de ne plus penser à revenir, pour tout faire pour ne plus revenir encore aux Zémidjan. Parce que c'est vraiment, il faut reconnaître, c'est vraiment difficile d'entreprendre, mais de maintenir le cap pour foncer avant, c'est aussi difficile. J'aimerais formuler des souhaits par rapport à nos autorités, par rapport à la reconversion des Zémidjan. C'est d'essayer de faire en sorte de créer un environnement favorable à l'installation des grandes entreprises pour permettre à certains qui ont des formations professionnelles d'aller travailler dans ces entreprises et encore de créer un fonds spécial, surtout à l'égard du gouvernement, de créer un fonds spécial pour la reconversion des Zémidjan qui va nous permettre d'avoir peut-être des subventions pour aller vers l'agriculture. Monsieur Olivier Alain Clénon, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes sociologue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Agnat Bello, bonsoir aussi à vous. Bonsoir, Karamata Gadaou. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de passer de conducteur de Zémidjan à autre chose? Oui, on en parlera certainement de long en large, mais déjà dans les coulisses, monsieur Alain Clénon se posait déjà la question de savoir si réellement les Zém ont envie de quitter la profession. Mais je veux bien qu'il tente de répondre sur ce plateau. Non, ce serait porter préjudice aux acteurs, à ces acteurs-là, qui comptent pour beaucoup dans le tissu socio-économique dans notre pays, que de dire de go que personne parmi eux n'a envie de se reconvertir. Et cela d'autant plus que la perception que ces acteurs ont d'eux-mêmes documente que, en réalité, c'est un choix par défaut. Ils l'ont dit dans l'interview pour la plupart, ils font cette option justement parce qu'ils n'ont pas une autre perspective au plan social et économique. Et donc, on ne peut pas dire que ces acteurs ne sont pas enclins à la reconversion. La question fondamentale, c'est est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que tous les acteurs partis à la stratégie de reconversion sont sur le même pied d'égalité? C'est ça la question. Parce que là-dedans, il y a les acteurs économiques, il y a les acteurs politiques. On a toujours parlé de la volonté politique quand les projets sont cités, reconversion dans le manioc, reconversion dans ceci, dans cela. Mais justement, pourquoi aucun de ces projets n'a jamais abouti? Oui, je pense que le premier problème, c'est que dans la définition de ces projets, on n'a pas associé les acteurs. Une démarche participative. Non, cette démarche n'a pas existé. C'est comme si, bon, ils sont en train de nous polluer nos grandes agglomérations, il faut trouver quelque part où les déposer. Et quand vous agissez de cette manière-là, il n'est pas possible, même si les gens sont dans le besoin de partir, ils ne partiront pas parce que l'élément que vous touchez là, c'est beaucoup plus leur dignité et la leur dignité. Orgueil. Voilà, leur orgueil, leur amour propre. Et parfois, ça compte beaucoup plus que les questions économiques qu'il peut gérer en courant à gauche et à droite. D'accord, mais déjà, dites-nous, est-ce que pour vous, une reconversion de ces conducteurs de taxi-moto, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je dirais même que c'est nécessaire, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on
interroge les acteurs, je commençais par le dire, c'est qu'ils font ce choix-là par défaut. Par dépit. Et du moment où vous faites vous choisissez, quelque chose s'impose à vous d'une certaine manière, il n'est pas évident que vous l'exerciez avec toute l'orthodoxie qu'il faut, avec tout l'équilibre qu'il faut. Et nous parlons de gens qui prennent des personnes dans nos agglomérations et qui les conduisent. Parfois, c'est des bagages. Mais si celui qui fait ce travail-là n'est pas fier de le faire, ça pose un problème de sécurité. Ça pose un problème de sécurité. Donc, il y a un défi sécuritaire. Mais au-delà de ça, il y a un défi environnemental. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui date de 2010 et qui dit que pour ce qui concerne l'agglomération de Cotonou, la pollution atmosphérique relève pour plus de 50% des conducteurs de Zéminia. Il y a ce défi. Et il y a également un défi sanitaire. De la pollution, il y a les questions de santé. C'est clair. Je crois que le débat ne se pose plus à ce niveau. On sait tous qu'il faut les reconvertir, mais comment réussir cette reconversion? C'est là toute la question, monsieur. Il faut changer d'approche. La première des choses, plutôt que de faire de ces acteurs une main-d'œuvre électorale taillable et corvéable, mais comme le font la plupart de nos dirigeants. Main-d'œuvre électorale, je crois que tout le monde revient sur ce groupe de mots. Oui, là. tout à fait. Plutôt que d'en faire une masse électorale, il faut les rassembler autour de ce qui les préoccupe. Et qu'est-ce qui les préoccupe selon vous? Vers quel secteur ils ont envie d'aller vraiment? Mais il faut leur poser la question. Ce que je sais, c'est que quand on prend le profil socio-économique de ces acteurs, beaucoup sont détenteurs de diplômes professionnels. 12%, vous l'avez dit. Dans le domaine de l'artisanat. Des gens sont des couturiers, il y en a qui sont des menuisiers, il y en a qui sont des sculpteurs, dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qui fait qu'ils désertent cette activité professionnelle pour venir porter le maillot blanc, le maillot jaune? Peut-être parce que leur secteur d'origine n'est pas si rentable, parce que je crois qu'il faut le rappeler, leur gain varie entre 2 000 à 7 000 francs par jour. Oui. Et ça fait que nous sommes aux alentours de 200 000 francs par mois. C'est pas évident, dans d'autres secteurs, d'arriver à ça. Non. Ça, j'ai toujours été très méfiant par rapport à ces chiffres qui sont donnés. C'est eux-mêmes qui les disent, les conducteurs, ils l'ont dit dans des reportages. Attention. Lorsque vous avez 200 000 francs pour exercer une activité, d'accord, vous êtes peut-être dans une stratégie d'auto-emploi. Vous exercez cette activité-là, il y a des choses que vous achetez, il y a peut-être des gens qui travaillent avec vous, et qui doivent vous coûter en termes de masse salariale et tout ça. Vous-même, vous investissez, mais vous n'évaluez pas votre investissement. D'accord? Ce que ça vous coûte par rapport au risque dont nous venons de parler. Par rapport à la santé. À la santé, l'accident et tout le reste. Mais est-ce que vous en connaissez des conducteurs des éminents qui vous ont dit vraiment ce métier, je ne veux faire que ça? Non, je n'ai pas si vous ne répondez pas à l'affirmative, il n'y a pas de problème. Donc, il y a nécessairement un besoin de reconversion. Il faut commencer par rassembler ces acteurs-là, en se dépouillant de toute arrière-pensée politique, en se dépouillant de toute stratégie d'instrumentalisation et leur demander de quoi est-ce que vous avez besoin. Pour vous, qui êtes dans le domaine, par exemple, de l'artisanat, est-ce qu'il a la possibilité de vous mettre en coopérative? En coopérative. En coopérative. Mais bon, même quand on parle de coopérative, il faut penser à comment financer cette coopérative dans un pays où accéder aux prêts reste, comment dirais-je, un chemin de croix. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je pense que même si au plan social, il y a des mouvements un peu partout, nous avons encore un gouvernement. Et ce gouvernement a une mission. Quelles sont les conditions que les acteurs politiques créent pour que ceux qui ont les moyens viennent investir, par exemple, dans le domaine de l'artisanat? Ça, c'est la question. Je ne suis pas en train de demander au gouvernement du président Patrice Talon, dans la loi de finances, ce n'est pas forcément cela, mais il faut créer les conditions. Des conditions adéquates pour que qui facilitent la chose. L'investissement, pour que ceux qui ont l'argent puissent venir investir. Je connais des organisations internationales non gouvernementales qui ont pour ligne d'orientation majeure l'artisanat. D'accord? Donc, si les conditions existent réellement, ces acteurs-là vont mettre les moyens comme cela se doit. Mais l'autre chose, c'est que ce n'est pas toujours une question de moyens. D'accord. C'est une question de réflexion. Donc, vous n'êtes pas pour un fonds de garantie? Un fonds de garantie, justement, peut-être pour aller vers les activités génératrices de revenus? Je ne dis pas que je ne suis pas contre, je ne suis pas pour un fonds de garantie. Il faut poser la question aux acteurs. Parce que si vous diagnostiquez mal un problème, vous allez le résoudre mal. Je dirais même que vous ne le résoudrez pas. Mais vous êtes un sociologue. Pour vous, un conducteur de taxi-moto ici, aujourd'hui, au Bénin, la plupart disent qu'ils veulent entreprendre, mais dans quoi réellement ils veulent entreprendre? Madame, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là désertent nos milieux ruraux? Pourquoi les aides rurales aujourd'hui? Parce que
on leur a dit qu'il faut tous se mettre dans le coton alors que l'activité de base qu'ils exerçaient, c'était l'agriculture. On leur a dit non, mettez-vous dans le coton, mettez-vous dans le coton, mettez-vous dans le coton. Les gens désertaient des secteurs agricoles qui pourraient leur permettre de s'autosuffire. Ils ont fait le coton pendant un certain temps, ils se sont rendus compte que c'est la crise à ce niveau-là. Non, ce n'est pas que tous. Là, vous parlez d'une portion négligeable. On ne peut pas appliquer cette association à tout le monde. Madame, ils quittent pour la plupart nos villages, oui ou non? C'est vrai. Dans nos villages, l'exode rural existe et la plupart, ils se reconvertissent en conducteurs de taxi-moto. Je suis d'accord. Dans nos villages, quelle est l'activité principale que les gens mènent? À vous de répondre, vous êtes sociologue. C'est l'agriculture, madame. C'est l'agriculture. Mais les gens désertent nos champs parce qu'il n'y a pas un autre choix. Ou alors, s'ils doivent rester dans nos milieux ruraux, on leur promet de faire le coton. Et quand ils font le coton, je vais vous faire un petit témoignage. Il y a 2 ans de cela, j'avais un frère. J'étais allé en vacances au village et je me suis rendu compte que ce frère, il tournait autour de moi d'une certaine manière. Et je l'ai appelé parce qu'il était gêné de me poser son problème. Mais quel est le problème que tu as? Il dit vraiment qu'il a besoin de quelque chose. Je dis, mais comment est-ce que toi, tu as besoin d'acheter du gari? Et c'est vers moi, tu viens pour acheter du gari. Toi, tu faisais du gari, non? Il dit, non, on ne fait plus du gari. On a fait le coton maintenant. Et bon, voilà, et après le coton... Non, mais pourquoi il ne peut pas revenir au gari quand vous essayez quelque chose et que ça ne vous marche pas, vous revenez ailleurs? Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Revenons un peu, recentrons un peu le débat. Pour moi, aujourd'hui, la question, c'est de savoir, les conducteurs de taxi-moto qui nous suivent et qui ont envie de se reconvertir, quelle est la solution que vous, en tant que sociologue, vous leur proposez? La solution que je leur propose, c'est de se mettre davantage ensemble. Se mettre davantage ensemble, pas pour guetter les périodes électorales. Ça ne leur apportera que des réponses éphémères. Mais justement, on n'a pas cette culture-là au Bénin de s'associer pour travailler ensemble. Je crois que c'est aussi une question de culture. Ou ils s'associent pour entreprendre quelque chose qui les sauvera, ou ils disparaîtront individuellement. Wow. Oui, la langue de bois, c'est pas ça qui va régler le problème. Parce que c'est des gens qui souffrent. Donc, je pense qu'ils peuvent redéfinir leurs organisations fêtières. Définir d'autres objectifs. D'accord, ils sont des acteurs clés. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2010 dit que pour la ville de Cotonou, il dépasse 100 000. Oui. Vous voyez, c'est une masse critique. Non, mais il faut dire que la demande aussi est là. Je crois qu'il faut aussi poser le problème en ces termes. Est-ce que si eux tous, ils disparaissent, ils se reconvertissent, on pourra s'en sortir à Cotonou dans le transport? Mais est-ce qu'ils s'en sortent? À l'heure où nous sommes en train de parler, est-ce qu'ils s'en sortent? S'ils s'en sortaient, vous ne sentiriez pas le besoin de m'inviter sur ce plateau. Le problème, c'est qu'ils ne s'en sortent pas. C'est vrai, ils veulent se reconvertir. Voilà, même s'il y a une demande réelle qui existe, mais lorsqu'une demande est de 10 personnes et que ceux qui vont offrir le service sont 100, comment voulez-vous que tout le monde s'en sorte? Ça ne marchera pas. Et ce n'est pas que le secteur des immigrants. On parle de ça aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent redéfinir leur stratégie au niveau de leurs organisations fertières. Les politiciens viendront leur miroiter, leur faire les promesses les plus mirobolantes, mais quand ils vont finir, eux, ils vont continuer à porter. Non, mais justement, quand vous parlez, évitons un peu l'amalgame, quand vous leur demandez de s'associer, justement, quand ils finissent de s'associer, ils font quoi après? Parce qu'il faut un financement, il faut trouver une activité, il faut se faire encadrer, il faut se faire former. C'est beaucoup de choses aujourd'hui, entreprendre. C'est un problème essentiel que vous posez, mais je pense que pour ce qui concerne l'engagement citoyen dans notre pays, on doit en faire une question de suivi. On doit en faire une question de survie. Si on se met ensemble, c'est pour résoudre un problème. D'accord? Résoudre ce problème signifie quoi? Signifie que nous ayons le même centre d'intérêt. S'il y en a qui ne sont pas pour la mise en commun, quand ils seront nombreux et qu'ils vont porter leur voix, je pense que les autorités... Les écouteurs. Absolument. Parce que là, au moins, la décision vient d'eux. Absolument. Il n'y a pas une décision qui vient du haut pour s'imposer à eux. Voilà ce que nous voulons maintenant. C'est vrai, nous sommes là depuis longtemps, vous nous connaissez sur ce champ, sur tel autre champ, mais aujourd'hui, voilà ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous pouvez pour nous? Nous sommes 100 000. Parmi nous, il y a 200 qui travaillent dans la menuiserie. Il y a 300 qui travaillent dans l'artisanat. Voilà notre configuration aujourd'hui. Nous voulons quitter ce métier. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? L'emploi des jeunes, d'accord, dans votre stratégie d'offrir de l'emploi aux jeunes et tout ça, les institutions de microfinance avec les publicités qui tournent autour, voilà la question réelle que nous on pose, c'est nous sommes comment 200, nous accompagner? Comment est-ce que vous voulez nous accompagner? Vous allez voir que quand les plans vont commencer par être posés en ces thèmes-là, les choses vont absolument bouger, parce que c'est une poudrière, c'est une véritable poudrière, et toute stratégie qui consistera à les sortir malin militari de nos villes,
ça va être une véritable explosion sociale. Non, on n'en arrivera pas là, on n'arrivera pas à l'explosion sociale. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir déjà de votre intervention, c'est que se reconvertir pour les conducteurs de taxi-moto, c'est possible, mais cela passe d'abord par une association. Il faut qu'ils se mettent ensemble, il faut qu'ils redéfinissent les bases de fonctionnement de leurs organisations fêtières. D'accord. Alors, je crois que le message est passé, hein, chers conducteurs de taxi-moto. J'espère que vous étiez nombreux à nous suivre sur ce plateau ce soir. Le message de M. Alerleno est clair. Vous pouvez vous reconvertir, mais pour cela, il faut s'associer pour avoir une voix qui porte davantage. Karamata Guatao, merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci à vous également, M. Alerleno, d'avoir répondu présent. C'est moi. Merci beaucoup, c'était donc Autant Savoir de ce jour. Nous tendons tout doucement vers la fin de ce numéro du Grand Rendez-vous. Retour à la météo. Ils sont passés tour à tour. Monsieur Prosper Kouchaïnou, il était donc l'invité du monde agricole aujourd'hui. C'est un agronome socio-économiste. Avec lui, nous avons parlé donc de l'avenir de la pomme de terre au Bénin. Nous avons reçu également aujourd'hui pour vous Monsieur Brice Bonou, c'est un promoteur culturel, un metteur en scène. Avec lui, le sujet c'est le théâtre d'hier à aujourd'hui, le visage du théâtre béninois. Nous avons également eu sur ce plateau du Grand Rendez-vous Monsieur Aristide Théou. Il est le point focal de la réserve de biosphère transfrontalière. Voilà, avec Amandine Anyambo et puis tout à l'heure avec Agnat Bello et son invité, Monsieur Olivier Alain Clénon. Nous avons parlé un peu de cette possibilité de reconversion des conducteurs de taxi-moto et vous aurez compris que le secteur agricole reste et demeure une des grandes portes de sortie si vous êtes jeune. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour moi, ça a été un très grand plaisir d'avoir partagé ce temps de télévision à vos côtés. Merci beaucoup à tous les chefs qui sont restés avec nous de l'autre côté. À la réalisation aussi avec Armel Benha. Merci. À demain.